Rebonjour à toutes et à tous. On reprend donc pour la deuxième partie de notre matinée de débat en présentiel et en, je sais plus comment on dit, à distance. En distanciel, voilà. Un monde hybride, mais là, le thème reste même, transition énergétique. On a parlé ce matin beaucoup de biogaz et des gaz renouvelables. On a ensuite parlé du choc de la facture et de à quel rythme il fallait nationaliser EDF et essayer de passer d'une évolution conjoncturelle à une stratégie plus structurelle sur l'évolution du monde de l'énergie. On continue sur la thématique de la dépendance et comment réduire cette dépendance. Comment faire face à la demande. Table ronde, donc troisième table ronde de la matinée. Il y en aura ensuite une quatrième qui sera plutôt tournée autour du nucléaire. Je vais présenter mes invités à côté de moi. Mathieu Osno, qui est de Shift Project. C'est un journaliste qui a bien tourné. Il a été journaliste pendant quelques années. Aujourd'hui, il est à la tête d'un think tank. L'homme le plus connu du think tank. Je suis désolé, Mathieu, c'est pas vous. C'est Jean Covici qu'on arrête dans la rue pour lui faire signer des autographes, une star sur YouTube. Hein? Mais bon, il n'est pas là aujourd'hui. Et bon, très content de vous avoir. Mathieu, mais non, mais vous inquiétez pas. Juste à côté de vous, Philippe Bertherotière. J'ai bien prononcé? Et j'ai révisé aussi sur le nom d'après. Lui est PDG de GTT. Quand moi qui n'y connais rien, j'ai dit c'est quoi GTT? Et Sharon m'a dit ils vendent les pelles et les pioches dans la ruée vers l'or, vers le GNL. C'est un des champions du GNL. Et on a vraiment besoin d'eux. Vous êtes à la tête de ce groupe depuis 13 ans. Juste à côté de vous, encore plus chic, le professeur Bros. C'est comme ça qu'on prononce. Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions d'énergie. Et juste à côté de vous, Florence Lambert. Alors suivant parfois Florence Lambert, Oignon, ou je vous appellerai Florence. Et vous êtes PDG de Genvia. Et Genvia, c'est une entreprise intéressante. C'est une sorte de PPP. Ça a été créé à la fois par le CEA et Schlumberger. Si j'ai bien compris, le CEA avait des technos. Le Schlumberger savait comment transformer des technos en un produit. Et l'avenir, c'est l'hydrogène vert. Comment est-ce qu'on peut faire de l'hydrogène vert? On posait la question tout à l'heure. Quelque chose qui fonctionne à un coût acceptable. Et l'entreprise a à peu près un an, 2021. Donc la question, c'est comment faire face à la demande avec des prix raisonnables. Donc on a deux sachants et deux industriels. Je vais peut-être commencer par donner la parole aux sachants. Le professeur Bros a commis un papier en anglais. Alors le titre, c'est, ça fait peur, Dreaming isn't going to solve the energy crisis. Donc en gros, Houston, we have a problem. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire rapidement un peu le problème, et puis après on essaiera peut-être, Mathieu, de savoir si est-ce qu'il existe un début de solution. Oui, bonjour. Il faut être un peu pragmatique et effectivement, souvent, on entend à Bruxelles, on utilise quelque chose qui s'appelle les maths magiques. Donc, on estime que la demande va baisser parce qu'elle baissera. Et si elle ne baisse pas, eh bien, on se retrouve, comme on est aujourd'hui, avec une demande qui va être contrainte et il va falloir faire une sobriété énergétique. Je rappelle que la sobriété énergétique heureuse, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a essayé d'expliquer aux gens qu'ils allaient devoir moins consommer, mais ça ne se fait pas. Pour arriver à ça, il faut soit des technologies, comme on a évoqué tout à l'heure, soit des prix très élevés. Et dès que les prix commencent à être très élevés, les gouvernements commencent et disent on va caper les prix. Donc ça va être très compliqué. Et donc il y a cet élément-là. Et puis il y a la brique technologique. Je crois que ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est que ce sont des technologies, certaines sont matures aujourd'hui, mais elles étaient matures il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et puis d'autres ne sont pas matures et on ne sait pas si elles seront matures. Moi, j'ai été dans une école d'ingénieurs. J'avais un patron qui s'appelle Pierre-Gilles de Gênes. Pierre-Gilles de Gênes, il a eu un prix Nobel parce qu'il a inventé la supraconductivité. La supraconductivité, ça aurait permis de stocker l'énergie, ce qu'on cherchait à faire. Ça lui a donné un prix Nobel, un grand respect. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas de façon industrielle. Donc, et ça, c'était en 73. Donc, vous voyez, 73, 2022, on n'a pas beaucoup avancé. J'ai entendu sur le biométhane. Je veux bien le biométhane, c'est quand même la même société qui nous expliquait le 23 février qu'il fallait Nord Stream 2 pour amener du gaz russe et qui nous explique aujourd'hui qu'on risque d'être exportateur de biométhane. Vous avez posé la question. Je dis ça comme ça, mais bon, allez-y. Oui, c'était à peu près ça. Non, 400 TWh sur un marché de 300, vous êtes exportateur net. Potentiel. Potentiel. En oubliant le coût. C'est un peu gênant quand même, parce qu'on a évoqué, on a slalomé autour du coût. On a parlé de l'hydrogène. Alors, moi, je veux bien l'hydrogène.
je ne suis pas sûr que ça marche très très bien. Je reviens juste, le consultant avant vous a dit l'hydrogène vert. C'est étonnant parce qu'il a rédigé un rapport il y a un an et quelques mois sur l'hydrogène bleu, nous expliquant que ce serait l'hydrogène bleu. Juste pour l'hydrogène et le gaz, et je termine par là, le problème de la flexibilité est essentiel. Ce qui a été dit dans la table ronde précédente est absolument vrai. Et le gaz a cet avantage-là. Il a cet avantage du stockage et donc de la flexibilité. Si on met de l'hydrogène dans le système, on n'est pas sûr que les stocks gaziers fonctionnent. Voilà. Donc, l'infrastructure dont on vous a dit tout à l'heure qu'elle était... On m'a dit que ça pouvait fonctionner, ça n'explosait pas. Oui, on vous a dit pour le transport. Ouais. Mais et dans les chaudières aussi. Oui, tout à fait. Mais on a oublié le stockage. On en reparlera après. Voilà. Donc, okay, voilà. D'habitude, c'est moi le bad cop, mais là, Thierry, vous avez joué ce rôle à la perfection pour commencer. Mathieu, peut-être une petite pointe alors d'optimisme. Je repose la question sur c'est quoi la nature du problème, si on veut faire face à des conditions économiques, et est-ce qu'il existe un début de solution? Vous avez commis il n'y a pas très longtemps un petit bouquin qui s'appelle The Shift Project, qui analyse en fait secteur par secteur toutes les problématiques. C'était un peu une sorte de pré-programme pour un candidat à la présidentielle, en montrant que l'énergie était au cœur de tous les sujets, de toutes les industries, de tous les services, mais qu'il pouvait exister des solutions avec une dose de sobriété, mais pas seulement. Bon, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Il faut peut-être s'attarder un tout petit peu sur le diagnostic avant de parler de la thérapie. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème Je regarde l'intitulé de la table ronde, comment sortir de la dépendance énergétique. Le Shift a présenté un travail à l'école de guerre qui nous a été commandité par le ministère des Armées il y a quelques semaines, que j'avais confié aux deux anciens responsables de la production de Total, Marc Blaiseau et Alain Lenner, pour ne pas les nommer, qui ont été l'un responsable de la prospection et l'autre de la gestion des gisements existants. Bon. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui pour les pétroliers que les pétroliers ne trouvent plus de pétrole. Il y a derrière la crise conjoncturelle à laquelle on est confronté aujourd'hui un problème sous-jacent et qui ne va pas nous lâcher, qui est inexorable, qui tient au fait que, bien que posant en championne du climat, l'Union européenne n'en demeure pas moins aujourd'hui le plus gros importateur d'hydrocarbures, pétrole et gaz, et qu'il se trouve que ces hydrocarbures, et c'est particulièrement clair pour le pétrole, vient de producteurs qui sont soit en déclin systématique, pour une raison écologique toute bête, c'est que les gisements s'épuisent. La mer du Nord est un cas d'école de ça, c'est bête, c'est celle qu'on avait sous la main. L'Afrique, l'ensemble du continent africain a franchi son pic pétrolier en 2008, c'est déjà quand même une date ancienne. L'Algérie décline, le Nigeria décline, l'Angola décline, etc. Et le prochain sur la liste, l'Azerbaïdjan décline, côté Eurasie, et le prochain sur la liste, c'est la Russie. De l'aveu même du Kremlin, bien avant la crise actuelle. Comme tout le monde le sait maintenant, c'est 30% des approvisionnements. Donc un problème structurel au-delà du problème conjoncturel. Ouais. Ce qui rend la problématique inexorable, en fait. Cette histoire de sortie des énergies fossiles, c'est inexorable, ça se fera à degré ou de force. Degré pour éviter un monde à 2 degrés, ou de force si on se fait rattraper par une espèce de voiture balai, des politiques de transition qui n'ont pas démarré, effectivement. Et cette voiture balai, elle est conduite par Mad Max. C'est ça la réalité. Elle est extrêmement crue. C'est pas quelque chose qui sort du chapeau. L'AIE a parlé en 2020 d'un risque de supply crunch à l'horizon 2025 sur le pétrole, faute de nouveaux projets. Ça, c'est un élément qui est très important. Helle Christophersen, qui est la patronne de la stratégie chez Total, a dit lors de la présentation des comptes 2021, nous, quand on regarde l'évolution du marché pétrolier, il manque 1/10. Il manque 10 millions de barils jour sur 100 à l'horizon 2025. On est dans la nasse. Et c'est quelque chose auquel c'est une réalité, je disais, qui est un secret de polichinelle pour les pétroliers et auquel les responsables de la politique énergétique, en France, en Europe, se réveillent, vis-à-vis de laquelle ils se réveillent à peine, à la DGEC. Donc voilà. Maintenant, côté thérapie. Alors, juste 2 secondes avant. Je vous repasse la parole dans 2 minutes pour la partie thérapie. Mais non, parce que c'est un gros élément et qui est mal compris, je pense, sauf des pétroliers, encore une fois, et qui est extrêmement dangereux. Okay. Juste avant de parler des solutions, peut-être Philippe et Florence sur la partie diagnostic, un peu big picture. Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez un premier élément de témoignage? Et ensuite, on recommencera sur Houston, we have a problème, mais on a aussi des solutions. Donc pas sur vos solutions, mais sur le partage du diagnostic. Sur le partage du diagnostic, oui. Alors avec peut-être le fait que...
Enfin, je ne vais pas faire un plaidoyer sur l'hydrogène, mais je suis quand même vraiment convaincue qu'il faudra l'ensemble des bouquets et des solutions, qu'elles soient à même à traiter une demande électrique, donc qui va croissante, mais l'ensemble des vecteurs gaziers, le rôle du thermique dans tout ça, et ensuite il faudra qu'on trouve des solutions et des passerelles sur ces sujets. Moi je pense qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens d'exclure une solution, et en fait il faut vraiment remettre le calendrier en perspective en se disant c'est maintenant qu'on commence à y travailler, et on y reviendra, je ne vais pas le développer maintenant. C'est maintenant qu'on commence à faire des choix sur quelles seront en fait ces technologies dont on n'aura pas de concession. Parce que je pense que aussi ce qu'on rajoute aujourd'hui, en plus de cette urgence climatique, c'est la redécouverte que finalement de jouer avec un écosystème planétaire sur certaines industries clés, ça n'ira pas. Et donc je pense que dans ce bouquet de solutions, on va être amené à faire des choix très vite sur les technologies clés sur lesquelles on ne fera pas de concession. Philippe, sur le diagnostic, big picture. Je crois que le diagnostic, on dit tous à peu près la même chose. Il y a un sujet sur le pétrole. Il est beaucoup moins important sur le gaz. Il y a beaucoup plus de réserves de gaz. Et en plus, maintenant, il y a du biogaz, et on voit que le biogaz peut prendre une place très importante dans quelques années. Finalement, il faut voir aussi ce sujet sur le pétrole comme une opportunité. C'est-à-dire que ça va envoyer un signal prix considérable qui va rendre le biogaz, qui va rendre l'hydrogène potentiellement intéressant au plan économique. Aujourd'hui, le modèle hydrogène est un modèle qui ne fonctionne pas vraiment. L'hydrogène a besoin d'énormément d'électricité pour être produit. On ne va pas se le cacher ici, il y a un petit sujet de disponibilité d'électricité dans les grands pays développés, à commencer par l'Europe. Bon, donc envoyer un signal prix important, ça rend ces nouvelles énergies possibles. Voilà, et puis, comme le disait Thierry, je pense qu'il faut être effectivement très pragmatique. On a un sujet, enfin, regarder l'horizon, mais à court terme, dans cette décennie, il y a quand même un sujet pour répondre à la demande et pour être indépendant. Et de ce côté-là, il faut pouvoir regarder toutes les sources d'énergie auxquelles on peut s'adresser, pouvoir remplacer le gaz par du GNL, pouvoir éventuellement faire remonter le GNL par voie fluviale, pouvoir stocker l'énergie renouvelable plus facilement par l'hydrogène. Bref, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être mises en place à court terme avant que des falaises dans la disponibilité des énergies carbonées ne se présentent à nous un peu plus tard dans la décennie. Mathieu, sur l'espoir et sur les solutions, les pistes qui peuvent exister, est-ce que c'est sobriété numéro 1 ? Thierry n'avait pas l'air d'y croire beaucoup. Ou est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Et après, je reposerai aussi la question sur les pistes d'espoir à Thierry. Qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui dans la crise conjoncturelle ? On cherche à réduire les besoins en énergie. Il y a un petit jeu tout le monde joue un peu à Pinocchio là, en ce moment, pour ne pas assumer un constat qui tombe sous le sens si on se dit tiens, on va se passer du pétrole et du gaz russe, mais les politiques de transition énergétique, ça conduit à se passer de toutes les sources de pétrole et de gaz, donc c'est extrêmement fertile de comprendre comment c'est abordé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un mot qu'on n'emploie pas, c'est le mot rationnement. En fait, si tu veux te passer de pétrole et de gaz russe, les ordres de grandeur t'indiquent qu'à un moment donné, il va falloir, alors je ne sais pas si on appelle ça de la flexibilité, mais il va falloir arrêter des usines et demander aux gens de mettre des pulls l'hiver prochain et d'avoir un peu plus chaud cet été. C'est ce qu'une approche en première analyse des chiffres indique très clairement. Ce mot-là ne sort pas. Si on parle de se passer d'énergie fossile d'ici une génération, parce que c'est pour ça qu'on a signé, c'est ça qui a écrit dans les accords de Paris, c'est d'ici une génération, se débrouiller pour qu'on n'ait plus besoin d'énergie fossile. C'est pas une logique de... c'est intéressant ce mot de sobriété qui est devenu extrêmement consensuel, sans que personne sache bien, c'est souvent le cas dans les consensus, ce qu'on met derrière. Voilà. Donc ça s'appelle, en première instance, ça peut s'appeler du rationnement. Okay, on demande à chacun de se serrer la ceinture. On voit bien que c'est un peu compliqué. En fait, nous, l'approche qu'on défend au Shift, ce n'est pas une approche de rationnement, c'est une approche de rationalité. C'est pour ça qu'on a défendu cette idée de planification.
et avec un certain succès symbolique pour l'instant en France. On va voir ce que ça donne. Les énergies en général et les énergies fossiles en particulier, c'est le sang de la société. C'est ce qui amène l'énergie, précisément, les nutriments, à l'ensemble du grand organisme social dont on est tous des cellules. Se passer de ce qui amène l'essentiel du flux d'énergie d'ici une génération, ça peut s'appeler anémier le corps, c'est la décroissance, ou ça peut s'appeler s'organiser un peu de manière plus rationnelle collectivement. Et nous, voilà, ce qu'on défend, c'est une notion de sobriété organisationnelle. Voilà, c'est pas demander à chacun, et en particulier à ceux qui n'ont pas grand-chose ou rien, de serrer la ceinture, ce qui est inaudible et ce qui est en plus assez obscène. C'est se débrouiller pour que les organes vitaux de la société, les transports, l'industrie, l'agriculture, la santé, etc., puissent fonctionner avec beaucoup moins d'énergie. Et là, je ne sais pas si c'est contraignant, heureux, malheureux, etc. Mais en tout cas, dans la boîte à outils, il y a plein de solutions. Celle qui tombe sous le sens, c'est peut-être le plus gros morceau dans l'affaire, c'est la mobilité quotidienne. On a fait plusieurs démonstrations assez précises. Et puis, il y a des collectivités locales qui expérimentent ça. À la campagne, c'est différent. Mais jusqu'en grande périphérie urbaine, moyennant des investissements cohérents, rationnels, pilotés à un niveau collectif, tu peux parfaitement proposer systématiquement des alternatives à l'usage de la bagnole individuelle et faire baisser d'ici 5-10 ans de manière assez considérable les besoins en pétrole. Alors ça, c'est une démarche systématique qui réclame la planification. Voilà, c'est ça qu'on défend. Thierry, sur des débuts de solutions ? Oui, alors j'étais assez peu optimiste sur la sobriété énergétique russe, mais je crois qu'on a une occasion, si je peux me permettre, unique aujourd'hui, c'est cette fameuse guerre, de dire à nos concitoyens, effectivement, qu'il faut faire un effort, puisqu'en fait, l'effort n'a pas commencé. Et donc, à ce moment-là, il faut essayer de pousser pour ce message, de leur expliquer qu'on devra tous se serrer la ceinture plus ou moins. Alors, effectivement, après, au gouvernement et aux politiques publiques d'avoir une vision plus long terme. Mais je crois que ce qui était la chasse au gaspillage des années 70, ça doit revenir et on doit resensibiliser nos concitoyens au fait que l'énergie ne sera pas indéfiniment abondante et indéfiniment à prix peu cher. Sur les débuts de solutions que vous défendez l'un et l'autre, sur le GNL qui est très à la mode, on a l'impression que c'est une solution pour se désintoxiquer du gaz russe. On ne peut pas arrêter totalement notre dépendance au gaz, mais on peut se substituer avec un autre gaz en passant sur le GNL. Est-ce que c'est une solution durable ? Est-ce que c'est juste transitoire ? Et à quelle échéance ça devient une solution pas seulement pour la France, mais à l'échelle européenne ? Est-ce qu'on peut monter en puissance véritablement sur le GNL ? Alors, c'est une solution pour la France aujourd'hui, parce que le modèle français, avec un approvisionnement par gazoduc et un approvisionnement marin par méthanier, avec des terminaux méthaniers, il y en a 4 aujourd'hui en France, et on peut ajouter des terminaux flottants, le modèle français doit se répandre ailleurs en Europe. Donc, une fois encore, il faut toujours regarder quel horizon. Aujourd'hui, la dépendance, c'est un problème à court terme. Court terme, c'est combien d'années dans votre monde ? C'est 3-4 ans ? Non, en 2 ans. En 2 ans, on peut avoir des terminaux flottants en Europe, 5, 6, 7 nouveaux terminaux flottants en Europe, qui peuvent réduire énormément la dépendance sur le gaz russe. Réduire la dépendance, ça ne veut pas dire qu'on peut s'en passer totalement, mais ça veut dire qu'on peut passer absolument. de 40% de consommation à 20% dans 2-3 ans. Exactement, qui change totalement le rapport de force avec la Russie. Et aujourd'hui, il y a 16 pays dans le monde qui produisent du GNL. Donc vous avez une multiplicité de fournisseurs qui vous permet de ne pas d'être beaucoup plus indépendant. Là où on s'est mis dans une relation, et en particulier l'Allemagne, dans une relation de dépendance totale à l'égard de la Russie. Donc sur la première partie de votre question, qui est la question de l'indépendance, oui, on peut réduire notre dépendance grâce au GNL. Mettez le micro un tout petit peu plus près. Oui, pardon. Grâce au GNL, on peut réduire notre dépendance. Et à un coût qui est beaucoup plus cher, parce que transporter du GNL par bateau, est-ce que ça ne revient pas à un prix final quand même beaucoup plus élevé que par des gazoducs qu'on rentabilise ? Ça revient plus cher, mais c'est toujours une économie extrêmement bon marché. Le gaz, il faut quand même dire que c'est une économie extrêmement bon marché. Bien, voilà, donc il y a un véritable intérêt
en termes de prix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de pays qui ont choisi le gaz. C'est parce que c'est une énergie très bon marché. Et beaucoup moins polluante que le charbon, sur lequel l'Allemagne se repose toujours énormément. L'Allemagne, la Pologne et beaucoup de pays. Donc passer au gaz réduit très significativement l'empreinte CO2, mais aussi supprime totalement des pollutions, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les particules fines. Et les 16 pays producteurs dont vous parliez, ils sont capables d'augmenter rapidement leur production, ou est-ce que c'est comme pour les champs de pétrole, il faut aller les trouver, creuser, produire, et donc il y en a aussi pour des années, et donc si on peut avoir des plateformes flottantes, mais pas assez de gaz, parce que le Qatar s'est engagé pour 30 ans avec, je sais pas, le Japon ou la Corée. Alors non, le problème, c'est pas tellement les réserves, c'est les usines de liquéfaction. Il faut les construire, et là, vous êtes 4 ans minimum, 5 ans, 6 ans. Donc, c'est ça le sujet. Voilà. Et il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui... Aujourd'hui, le GNL, c'est essentiellement consommé en Asie du Nord-Est, 70%. Donc, aujourd'hui, ces pays d'Asie du Nord-Est trouvent un certain intérêt à exporter leur cargaison vers l'Europe, où ils les vendent très cher, parce que les prix sont très élevés, et se tournent vers d'autres énergies, qui ne sont pas nécessairement beaucoup plus propres. Ah oui, si on a du GNL aujourd'hui, c'est pas parce qu'on en produit plus, c'est parce que le Japon et la Corée font tourner autre chose. Et la Chine font tourner d'autres choses, par exemple les centrales au charbon. D'accord. Avant de parler d'hydrogène, Florence, je voudrais faire réagir Thierry et Mathieu sur le GNL. Quelle réflexion ça vous inspire, ce que vient de dire Philippe? Alors moi, j'ai juste un commentaire supplémentaire à faire, c'est sur les contrats russes. En fait, les contrats russes dans le gaz sont différents des contrats dans le pétrole. Dans le pétrole, c'est des contrats qui durent à peu près 1 an. Donc on sait que, embargo ou pas des décideurs politiques... on peut juste ne pas les renouveler. Oui, 2023, on n'aura plus de pétrole russe en Europe. Par contre, sur le gaz, le dernier contrat que l'Autriche a avec Gazprom, c'est 2040. Donc vous voyez bien qu'on va avoir une pente des volumes qui va baisser doucement. Et dire qu'on veut baisser notre dépendance de 2/3 aujourd'hui, ce n'est pas forcément la solution la plus intelligente politiquement, puisque ces contrats ont ce qu'on appelle des clauses take-or-pay, donc on sera obligé de continuer à les payer. Donc il faut se poser aussi la question de politique de l'embargo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que le politique intervienne pour que les sociétés européennes ne continuent pas à payer les volumes de gaz russe. Autrement, on payera 2 fois le gaz. On payera le GNL et le gaz russe. Après le bouclier tarifaire, il faudra un bouclier juridique pour nos sociétés qui importent. Le bouclier juridique, c'est l'embargo, puisque c'est des contrats de droit européen. Donc, une fois que les politiques européennes décident d'un embargo, ça devient une force majeure. Mathieu, sur le GNL et sur ses perspectives à moyen-long terme entre... Moyen-long terme? Court terme, on peut dire des choses, mais moyen-long terme, on n'a plus droit au gaz non plus. Ça, c'est ce qui est écrit dans les... Non, ASAP, c'est ce qui est écrit dans les accords de Paris. Il faut revenir un cran en arrière. Est-ce que le gaz restera une économie peu chère? Ce qui a fait une grosse partie de la flambée des prix, des différents prix internationaux du gaz, c'est pas l'invasion de l'Ukraine. C'est quelque chose qui s'est passé, qui a démarré au cours de l'automne dernier, avec la sortie de la crise du Covid et une situation dans laquelle, et c'est heureux, beaucoup de pays dans le monde veulent sortir du charbon et identifient effectivement le gaz comme une énergie transitoire. Donc il y a quand même un problème de demande mondiale à terme, c'est que tout le monde veut du gaz. Déséquilibre de demande. Ouais, tout le monde veut du gaz et il y a une concurrence sur les approvisionnements entre 2 très gros consommateurs de gaz que sont la Chine et l'Union européenne. Et c'est ça qui a fait une très grosse part structurelle de la flambée des prix du gaz. Donc, pour ces 2 raisons, je ne suis pas sûr, pour employer une litote, qu'on soit sur une solution pérenne. Philippe, un mot et après parole à Florence. Oui, je crois que Mathieu a tout à fait raison de souligner que la crise a commencé bien avant la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Et elle a commencé à l'automne dernier, précisément en septembre. Pas de vent en Europe du Nord. Il faut voir qu'il y a énormément d'éoliennes en Allemagne, il y a énormément d'éoliennes en Grande-Bretagne. Et donc, pas d'énergie, pas d'électricité, on utilise les réserves de gaz. On vide les réservoirs.
c'est pas grave, on appelle la Russie, on cherche des cargaisons de GNL. Il se trouve qu'il y a des usines de GNL qui sont en maintenance, que la Russie est également un peu en maintenance, et tout d'un coup, le prix du gaz s'envole. On s'est dit, mais comment on va faire pour l'hiver? Et la crise commence. Et éventuellement, d'ailleurs, on ne va pas faire de science-fiction ou de politique-fiction ici, et tout d'un coup, la Russie se rend compte que enfin le gaz est une arme. Ce que je veux dire par là, c'est que le gaz, c'est le meilleur ami du renouvelable. Parce que le renouvelable est intermittent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour 1 téra de renouvelable, 1 téra de... Alors il peut y avoir d'autres amis comme l'hydrogène. Mais aujourd'hui, le gaz, c'est le meilleur ami. Et donc l'Allemagne, la nouvelle coalition veut 80% de renouvelables en 2030, ou voulait, je ne sais plus où ils en sont exactement. 80% de renouvelables en 2030, ça veut dire énormément de gaz. Donc c'est parfaitement cohérent avec Nord Stream 2. Voilà. Simplement, s'ils veulent toujours le faire, si on veut toujours le faire, il faut répondre à ce sujet d'intermittence. Le nucléaire, ça ne va pas bien, c'est de la base, ça s'adapte pas bien à ça. En revanche, le gaz, une centrale au gaz, ça démarre extrêmement facilement. Un électrolyseur, alors il y a différents électrolyseurs, mais les électrolyseurs PEM, qui démarrent extrêmement facilement, s'adaptent parfaitement au gaz. Voilà. Donc il y a des solutions. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que gaz et renouvelable, ça va ensemble. Gaz et renouvelable, ça va ensemble. Est-ce que dans gaz, il y aura une partie d'hydrogène? À quelle échéance? Et il y a plusieurs sous-questions dans ma question. Pour un coût acceptable et de manière organisée, finalement. Tout à fait. Alors, évidemment, enfin, moi, je suis convaincue que vraiment l'hydrogène jouera un point important. Alors, ma vision du monde décarboné, justement sans compétition entre renouvelables et nucléaires, hein, c'est... d'avoir au pied des éoliennes, au pied ou à côté des centrales solaires ou à côté des small modular reactors qu'on développera dans le nucléaire de demain, d'avoir des électrolyseurs et d'être en capacité de pouvoir non seulement produire l'électricité, mais aussi localement son propre carburant. C'est une vision aussi très décentralisée et qui, je pense, est importante parce que c'est une opportunité dans... là, on se fait peur sur beaucoup de choses. Mais se dire que c'est saisir aussi l'opportunité de pouvoir redistribuer la valorisation de cette énergie en faisant des sites de production localement. On parlait tout à l'heure notamment avec l'agriculture, le rôle de l'agriculture exactement dans tout ça. Donc c'est une vision qui pour moi peut aussi raccrocher les individus à peut-être adapter leur consommation, mais aussi trouver des finalités, un travail de main dans ce qu'on est en train de créer dans ces nouvelles filières. Donc ça, c'est mon point. C'est Geneviève, c'est là-dessus que vous travaillez, sur plutôt des électrolyseurs à taille humaine, délocalisés par un énorme système centralisé de production d'hydrogène. Alors, on va justement aussi suivre cette progression, parce que justement, je vous disais, c'est mon point d'arrivée. Après, il faut être pragmatique. Et il faut se dire qu'il faut l'ensemble des solutions. Et au fond, comment va s'installer l'hydrogène, et là, je vais vous dire du coup ce que fait Geneviève. L'hydrogène va s'installer en complément d'autres solutions, en particulier sur la mobilité. Hein. Aujourd'hui, notamment quand en France, en Europe, on a un réseau électrique, donc on va travailler sur l'électrification du transport. Et là, on a des solutions batteries dont l'autonomie augmente. Et l'hydrogène viendra dans ce concept en complémentarité pour électrifier les bus, les cars, les camions, les bateaux. Une partie des avions, pas tout. Il y a un secteur où l'hydrogène va être indispensable tout de suite, c'est l'industrie. Alors d'abord, c'est un marché, 900 000 tonnes de besoin d'hydrogène par an. On fait des traitements de surface, ça intervient dans les process. Et là, l'idée, et justement, on se positionne là-dessus, Geneviève, c'est d'offrir une solution de production d'hydrogène, donc qui ne va pas polluer, parce qu'aujourd'hui on fait ça sur une base de vaporéformage, et pour une molécule d'hydrogène qu'on produit, on va en faire quelque part 10 de CO2. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui notre véhicule hydrogène, si c'est pas fondé sur une électrolyse sans émission, quand même on fait quelque chose de pas très vertueux. Donc il faut vraiment s'attacher au marché existant. Et l'industrie en est un, donc substituer donc l'hydrogène aujourd'hui issu du vaporéformage par de l'hydrogène sur l'électrolyse. Mais au-delà de ça, et c'est en ça que c'est intéressant parce qu'on voit des solutions, mais des solutions qui vont faire des évolutions aussi au niveau des acteurs. Aujourd'hui, vous prenez une cimenterie, vous prenez une aciérie, qui est quand même très indispensable dans notre quotidien. En fait, elles sont émettrices de CO2 et c'est intrinsèque dans leur process.
Et donc l'hydrogène va aussi offrir une sortie de décarbonation de ces industries. Donc en fait, on va produire de localement ou pas très loin de l'hydrogène, on va récupérer le CO2 et on va pouvoir le combiner et finalement offrir à ces cimenteries, à ces aciéries, des objectifs de valorisation de leur CO2. Donc vous voyez, c'est très fort ce qui se passe, hein, parce que et moi à quelle échéance, dans des coûts qui sont, certes, on a dit que l'énergie de demain coûterait plus cher, donc je veux bien que ça coûte plus cher, mais des coûts acceptables pour que le produit final ne soit pas hors de prix. Si on parle de coûts, donc aujourd'hui du vaporéformage, c'est 2 € le kilo, et ensuite il faut le transporter, l'hydrogène. Donc on sait qu'on a une fenêtre en fait qui va commencer à basculer à partir entre 4 et 6 €. Et là, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? Et en fait, c'est ce à quoi et la France et l'Europe sont en train de vraiment se préparer. Ça va être d'industrialiser. Donc tout ça, ça va passer par des objectifs de mise en production d'électrolyseurs à des coûts acceptables qui vont permettre de rentrer dans cette fenêtre. Aujourd'hui, il n'y a plus de verrou en fait sur ces électrolyseurs. Donc justement, Monsieur Berruter, vous parliez des électrolyseurs PEM. Genvia travaille sur les technologies du coup d'après. En fait, au lieu de partir sur l'électrolyse de l'eau liquide, nous, on va partir sur l'électrolyse de l'eau à haute température et donc vaporisée, ce qui va permettre d'avoir des rendements plus intéressants. Alors tout simplement, pour chaque électron en fait engrangé, on va pouvoir produire plus d'hydrogène. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, il n'y a plus de verrou. Technologique, vous voulez dire, on sait faire. Technologique, donc les technos sont sortis des laboratoires, sortent des laboratoires. Et ce qu'il faut, c'est les industrialiser. Donc c'est vraiment toutes les initiatives qui partent aujourd'hui. Et la France ne démérite pas. Je pense que, alors je cite justement Elogène, nous-mêmes aussi. Donc on est en train de mettre en place nos usines. Et sur la base de cette industrialisation, on va arriver assez rapidement. Les objectifs de Genvia, c'est d'être à 2030 sur des cibles de production donc de moins de 2 € le kilo d'hydrogène, alors sur des hypothèses de 40 € du mégawattheure d'électricité. Si je ne cite pas ça, ce que je dis ne veut rien dire. Et pourquoi 40 € du mégawattheure ? Parce qu'en fait, les feuilles de route européennes de l'hydrogène prennent toujours ça comme hypothèse. Et on peut débattre sur le sujet. Par contre, et ce qui est important, c'est de se dire, on n'est pas en train de faire du one-shot. Et c'est un peu toute la question... vraiment toute la question en fait que cette opportunité industrielle de transition énergétique va reposer en Europe. Moi je trouve que c'est formidable. Donc à la fois on peut distribuer les ressources, à la fois on peut réouvrir des usines. Et pour le coup Genvia, nous on est installé dans une usine qui a plus de 100 ans, qui a vu une partie du passé industriel de la France. Donc tout ça c'est merveilleux. Mais il va falloir tenir la rampe dans les 20, 30 ans, 40 ans qui sortent. Et en plus d'offrir des solutions, pose le point il faut absolument bâtir une industrie pérenne avec un écosystème pérenne autour de nous. Et c'est ça ce marathon qu'on s'apprête à faire au niveau français et européen. Alors je vais faire réagir les différents intervenants autour de cette table ronde sur ce point. Je te donnerai la parole à dernier à Thierry Le Badcop, mais peut-être chacun vous pouvez un petit peu réagir à ce qui a été dit. Et puis j'ai promis à la salle qu'elle aura le droit de poser au moins une question. Donc ça passe super vite, je suis désolé, mais je vous passe la parole, Mathieu. Ouais, je vais essayer d'être rapide. Sur l'hydrogène et les potentialités qu'elle ouvre et pourquoi, à mon sens, ça plaide. C'est un bon cas d'école pour plaider la planification, c'est-à-dire une rationalisation de la démarche au niveau national, peut-être européen. D'abord une source d'espoir. Vous avez fait allusion à l'usine dans laquelle vous travaillez. Moi, je trouve ça inspirant de voir que derrière ça, à Béziers, il y a la Rolls-Royce des services parapétroliers, c'est Schlumberger, qui est en train de se réinventer quelque part. Enfin, c'est un peu plus qu'une anecdote. Je trouve ça assez intéressant. Et plus fondamentalement, sur les usages de l'hydrogène. Alors, si on veut faire de l'hydrogène avec de l'électrolyse, il faut évidemment beaucoup d'électricité décarbonée. Pas trop cher. Donc ça, c'est quand même un point qui est essentiel pour comprendre jusqu'à quel point on peut développer des sources d'énergie décarbonées. Si vous avez derrière des usages qui sont, comme disent les ingénieurs, ce que je ne suis pas, sous-optimaux, vous allez avoir des besoins en production électrique qui vont être trop importants. Donc c'est pour ça que nous, on estime qu'il faut avoir une approche de rationalisation des besoins et donc de planification. Typiquement, l'hydrogène, je ne suis pas sûr que l'usage le plus pertinent, ça soit d'axer beaucoup sur la mobilité, parce que vous avez beaucoup de pertes de rendement. Il y a des usages qui sont beaucoup plus soit
plus efficaces énergétiquement, soit qui répondent à des besoins où il n'y a pas vraiment d'autres... Florence, on peut commencer par l'industrie, des flottes, des choses comme ça. Mais faut effectivement, réfléchir. sur la réduction directe du minerai de fer, c'est très intéressant pour décarboner l'un des plus gros postes d'émissions dans l'industrie, qui est la sidérurgie. La sidérurgie. Et puis, on voit à quel point on est dépendant aujourd'hui du gaz russe pour faire des engrais azotés. Il se trouve que la voie hydrogène est hyper efficace en rendement énergétique. Vous voyez, c'est remettre la physique au centre du problème. Vous vous rendez compte que si, dans un futur probable, on a encore besoin d'engrais chimiques azotés pour quelque temps, un moyen pas idiot de le faire, si en passant par la voie hydrogène via électrolyse, c'est parce que physiquement, c'est hyper rentable. Biomasse, tout à l'heure, on disait, hydrogène aussi. Philippe, un mot sur l'hydrogène ? Oui, sur l'hydrogène, effectivement, bon, une fois encore, c'est beaucoup d'énergie de faire l'hydrogène. Et aujourd'hui, l'hydrogène que l'on produit, l'hydrogène gris qu'on produit, c'est 2,5% des émissions de CO2 dans le monde. Donc les gens qui utilisent une voiture qui fonctionne à l'hydrogène, qui recrachent un peu d'eau, ils recrachent énormément de CO2, beaucoup plus de CO2 que le pétrole qu'on pourrait utiliser. Une chose, l'usine d'ArcelorMittal de Dunkerque, s'il fallait remplacer l'hydrogène qu'elle utilise par de l'hydrogène vert, eh bien, il faudrait de l'électricité correspondant à une tranche de centrale nucléaire, juste à côté. Donc c'est énorme. Voilà, alors il faut chercher absolument effectivement toutes les optimisations, toutes les améliorations qu'on peut. On travaille par exemple sur produire de l'électricité dans des latitudes très ensoleillées, au Moyen-Orient par exemple, derrière de produire de l'hydrogène par électrolyseur, de le liquéfier, de le ramener par bateau. On travaille sur des hydrogéniers. On espère, nous, sortir une technologie pour hydrogénier en 2025, pour des hydrogéniers qui fonctionnent en 2028. Et pouvoir répondre très rapidement au remplacement de cet hydrogène gris par un hydrogène vert bon marché. Donc voilà, il faut travailler inlassablement sur les solutions technologiques pour faire craquer ces problèmes de coûts qui sont considérables aujourd'hui dans cette problématique. Thierry, sur l'hydrogène ? Oui, je suis d'accord. Il faut travailler sur les solutions technologiques. Bravo à ceux qui le font. Deux éléments, je crois que on a une possibilité que j'avais évoquée dans mon article, c'est le prix du CO2. C'est-à-dire qu'effectivement, on a oublié, mais en Europe, une partie des gens payent le prix du CO2, une partie ne le paye pas. D'ailleurs, les aciéries ne le payent pas, etc. Donc, essayer de faire payer à tout le monde le prix du CO2, ça aura un comportement où ils pourront se tourner vers de l'hydrogène plus cher et effectivement et se transformer. Donc il y a cet élément-là. Et je suis d'accord avec ce que dit Philippe, il faut faire attention parce que certains de l'hydrogène vert, il est labellisé vert à partir d'électrolyseurs qui sont connectés au réseau en Allemagne. Donc vraiment, il faut revenir à la science et il faut regarder les émissions de CO2. Et effectivement, c'est plus cher, mais on peut le rendre acceptable en faisant que tout le monde paye le prix du CO2, qui est le système d'EU ETS. Je vous rappelle que près de 50% des permis sont donnés gratuitement. Florence, peut-être réagir à ce qui a été dit. Après, je vais passer la parole à la salle. Alors, je ne vous vois pas, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait peut-être une question à poser. Est-ce que la personne qui voulait poser une question est encore là ? Ou est-ce que c'était juste un piège ? C'était un piège, hein, c'est ça. Non, il y a une main. Ok. Florence, vous voulez peut-être dire un mot sur la réaction de ce qui a été dit les uns et les autres sur. Je m'inscris en continuité, hein, et c'est vrai qu'il faut pas sous-estimer. Enfin, vous voyez, même si je suis à la tête d'une entreprise qui développe l'hydrogène, il ne faut pas sous-estimer le temps qu'il va falloir pour préparer, développer toutes les infrastructures. Et puis peut-être aussi redessiner une carte des pays. Hein. Donc, je disais tout à l'heure, peut-être opportunité de redistribuer les sources. Enfin, vous parliez du rôle central du transport, parce qu'un des points aussi qu'on imagine autour de l'hydrogène, c'est de rendre possible les transports d'énergie, alors soit sous forme d'hydrogène, sous forme d'ammoniac, et d'ailleurs qu'on retrouve dans les engrais. Mais tout ça, ça va devoir demander de réinvestir dans les infrastructures et il va falloir du temps. Donc ça, c'est important. Juste un point peut-être. Il ne faut pas aussi sous-estimer qu'on a quand même un peu tendance, en particulier en France, de regarder les questions énergétiques en regardant notre particularité. Je pense que la question de l'hydrogène va être aussi beaucoup accrochée à ce déploiement du renouvelable mondial, et avec en particulier une explosion très positive qui est en train de se passer dans les pays émergents autour du renouvelable. Et ce n'est pas impossible qu'on assiste à vous voyez, des retournements technologiques.
voyez, je suis ingénieure plutôt de formation, on a tendance à toujours regarder, à comparer technologies sur les rendements, en disant, bah oui, si stricto sensu, vous regardez, aujourd'hui, c'est un rendement de batterie, lithium en particulier, c'est mieux qu'un rendement d'hydrogène, mais il y a aussi la question des flexibilités et de la disponibilité des solutions. Je suis maintenant dans un pays émergent, j'ai un spot de renouvelables important, je vais peut-être pouvoir électrolyser, produire de l'hydrogène, et peut-être que transporter les molécules d'hydrogène pour ma mobilité, ça sera beaucoup plus simple parce que je n'aurai pas de réseau dans lequel j'injecte. Et donc, ce n'est pas impossible que l'hydrogène parte plus vite dans les pays émergents parce que tout simplement, et ce n'est pas qu'une question d'ingénieur et de rendement, c'est tout simplement une question de comment sera disponible et à quel horizon quelle technologie pour apporter des solutions. Donc il faut juste faire attention de remettre à une échelle de temps, mais à une échelle de géographie et de gisement d'énergie, et peut-être que des solutions vont s'inverser. Je résume avec un autre anglicisme, c'est pas one size fits all, quoi. Il faudra s'adapter en fonction des pays, des besoins. Alors, monsieur, question. Oui, bonjour. Je suis Emmanuel Gagnez, le président de la société Samod, et je représente ici le syndicat de l'éclairage. Sur une des questions, voilà. Allez-y, on ne va pas vous interrompre. Il y avait on est ébloui d'ailleurs. En fait, une des questions, mais que vous avez très bien traité pendant la table ronde, c'était autour de la sobriété. Je souscris à tout ce qui a été dit. Un autre plan que vous avez abordé, c'est la question de la technologie comme moteur, et ensuite la question est-ce que la sobriété sera douloureuse ou pas. Il se trouve que la réponse, elle est probablement variable. Il se trouve que typiquement, dans l'éclairage, vous avez une façon très simple de gagner 20 à 25 TWh, c'est-à-dire quasiment la moitié de la consommation annuelle, parce que la transition technologique en fait, permet de l'accéder. Donc c'est un exemple assez typique où on fait beaucoup d'économies, y compris table ronde précédente en termes de consommation, donc d'argent. Et où on améliore en fait le bien-être. Donc il me semble, c'était peut-être un des mots que vous aviez abordé au début, c'est quels sont les secteurs où la sobriété est douloureuse, alors qu'il y en a d'autres où au contraire elle ne l'est pas et où on a quasiment tous les intérêts économiques, bien-être et écologiques. Une sobriété qui fasse pas mal, est-ce que c'est possible? Alors, c'est moi qui s'adresse la question. Oui, je suis monsieur sobriété, je réponds à monsieur question. Je ne sais pas, moi, des domaines dans lesquels... Le transport, vous avez dit tout à l'heure, ouais. Mais il y a plein d'issues heureuses dans cette histoire. En fait, à condition de s'organiser concrètement, je ne vois, pour ma part, quasiment que des issues heureuses. Alors, pour les revenus les plus riches, oui, alors peut-être que le week-end aux Seychelles, pas un week-end, mais... Il y a des efforts à faire, oui, effectivement, sur de sobriété au sens décroissance. Sur dans une interview aux Échos, Jean-Marc disait, on partira peut-être moins souvent en vacances, loin, mais plus longtemps. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est douloureux? Je ne sais pas, à voir. Par contre, se dire que la voiture de demain, c'est un vélo, bah, ça, c'est bon pour tout le monde, quand c'est possible. Et c'est bon pour la Sécu, et voilà. Moi, je ne vois pas de cas, en tout cas dans les cas qu'on documente, qui font sur l'organisation des systèmes de santé, sur l'organisation de l'agriculture, etc., je ne vois pas de cas de figure dans lesquels c'est que du sang et c'est du sang et des larmes. Je ne vois pas. Donc la réponse ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, quand Helle Christophersen, patronne de la stratégie à Total, vous dit il manque 10 millions de barils jour sur 100 à l'horizon 2025, là, si on ne fait rien, oui, là, ça va être douloureux, c'est clair. Donc la réponse est dans le bouquin Shift Project, en fait, pour chaque dans toutes les bonnes librairies. Petit mot rapide de conclusion, il nous reste 1 minute pour conclure. Je crois que c'est Thierry qui disait que la crise peut naître une forme d'opportunité, mais est-ce que, paradoxalement, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes les uns et les autres, alors qu'on est quand même, je ne peux pas dire le mot, mais pas dans une situation top, plutôt plus optimiste aujourd'hui sur notre capacité à surmonter ce défi dans les 5 ou 10 ans qui viennent qu'il y a 6 mois, ou est-ce que vous pensez qu'on s'est mis un nœud coulant autour de la tête? Rapidement, Florence, vous n'êtes pas obligé de répondre juste par oui ou par non, mais... Non, moi, je le suis rapidement, parce qu'en fait, longtemps, j'ai dirigé un grand laboratoire qui avait plein de technologies, et en fait, on regardait passer le train en Asie. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, et qui permet vraiment de reprendre une souveraineté technologique. Alors, pas sur toute technologie, encore une fois, probablement stratégie de choix, mais moi, je suis ravie de voir réouvrir des usines qui sont liées à la transition énergétique. Et ça, je pense que ça offre un espoir aux populations aussi. Philippe,
Moi aussi, je suis extrêmement optimiste. D'abord parce qu'il y a une situation à laquelle il faut répondre et que c'est sous cette contrainte qu'on va trouver les solutions. On redécouvre que notre pays est un grand pays d'ingénieurs, que l'Europe a une véritable nécessité. On sort aussi d'un certain nombre de dogmes dans lesquels on s'était enfermé. Et on va trouver une multiplicité de solutions pour répondre aux problèmes. Une fois encore, les problèmes sont différents selon l'échéance. Il y a les problèmes de la décennie avec la dépendance, et puis il y a les problèmes qui vont demander plus de temps pour être traités, qui sont les problèmes de la décarbonation. Mais moi, je suis extrêmement confiant. Mathieu, et après on conclura par Thierry. Est-ce que vous êtes un peu plus confiant aujourd'hui qu'il y a quelques temps finalement? Alors que franchement, écoutez, moi je me préoccupe de ces histoires de sortie des énergies fossiles depuis 20 ans. J'ai passé 18 ans à peu près à pagayer à contre-courant. Je ne peux que me réjouir de voir qu'en France, il y a à la fois un large consensus sur le diagnostic, ce qui n'est pas le cas partout, loin de là, et notamment dans les colonnes des Échos, la notion que, peut-être que notre beau pays a un avantage comparatif, historique à saisir. C'est vrai, ça me rappelle il y a quelques temps, moi je suis chroniqueur sur Radio Classique, Moment Pub, et je suis cité de temps en temps quand je fais des éditos sur d'autres radios. Mais en général, quand je faisais des éditos pour dire on a quand même peut-être besoin du nucléaire, c'était pour dire encore un mec qui n'a rien compris. Et aujourd'hui, quand je l'écris, je suis plus cité dans certaines revues de presse, qui prouvent qu'on a peut-être un petit peu progressé. Excusez-moi d'avoir parlé de moi. Thierry, pour conclure, vous avez commencé en étant un peu... Merci. Ça va être compliqué, mais peut-être vous pouvez finir sur une note plus optimiste. Non, mais j'avais dit que c'était une opportunité aussi. Et je crois effectivement qu'on a besoin d'ingénieurs. On peut trouver des solutions. Le cas de Schlumberger est bien. J'aimerais bien me raccrocher à celui-là en disant qu'on peut par exemple demander à nos ingénieurs de réinjecter le CO2 en terre, ce qui commence à se faire. Donc, avec un prix du CO2 élevé, eh bien, on va avoir ces nouvelles technologies, que ce soit l'hydrogène, que ce soit d'autres, comme la séquestration et la capture et la séquestration du CO2. Et ça, tout ça, c'est possible. Ouais, Florence avait encore envie de dire quelque chose, mais alors en 2 secondes. Juste, donc, au-delà de Schlumberger, donc, on a aussi Vinci et Vicat comme actionnaires. Voilà. C'est vrai. Je voulais juste les rappeler. Merci à tous les 4. C'est passé très très vite. On va essayer de respecter les délais. Et j'appelle Sharon à me rejoindre sur scène. Je vais d'ailleurs lui laisser la place. Et on va parler maintenant de nucléaire. Je crois qu'il y a aussi là un beau chantier qui nous attend. À tout de suite.